Libre à vous. L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Libre à vous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. TBA, une solution libre pour gérer un événement et plus encore, c'est le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme l'obsolescence de Murphy et aussi de bibliothécaire, médiatrice numérique et formatrice. Le parcours de Julie Briet. Soyez les bienvenus sur cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission Affaires publiques pour l'April. Le site web de l'émission est libreavou.org, vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire de retour ou à nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 18 mars 2025, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, mon collègue Frédéric Couchet. Salut Fred. Salut Étienne, belle émission à vous. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Nous allons commencer par une nouvelle humeur de J qui est aujourd'hui avec nous en studio. Salut J. Salut Étienne. Et salut à toi public de Libre à vous. Alors si tu suis un peu des libristes en ligne, tu sais qu'on est souvent vent debout contre ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. L'exemple classique, c'est le téléphone qui n'a pas reçu de mise à jour depuis 5 ans et paf, plus possible d'installer de nouvelles applications. Très vite, le téléphone devient obsolète et donc inutilisable, même si techniquement il est toujours en bon état. Évidemment, l'intérêt pour les constructeurs est de pousser au renouvellement du matériel et à la surconsommation pour accroître leurs profits. Ce qui n'est ni très éthique ni très écologique, mais je vous rappelle que c'est en général dû à la même bande de salopards qui s'accommodent tranquillement du fascisme galopant et n'hésitent même plus à balancer du salut nazi, décomplexé du bras droit. Bon, alors ceci étant dit, je ne vais pas vous parler ni de nazis ni d'obsolescence programmée aujourd'hui, ou plutôt je vais vous parler de ce qu'on pourrait considérer comme une certaine forme d'obsolescence programmée, mais beaucoup plus insidieuse. Je vais appeler ça l'obsolescence de Murphy, parce que j'ai pas trouvé de terme existant pour désigner ce dont je veux parler. Tu t'en doutes sûrement, ça fait référence à la loi de Murphy. Tout ce qui est susceptible d'aller mal finira probablement par aller mal à un moment donné. Pas toujours, pas immédiatement, mais sur le long terme, ça se vérifie assez bien. Et l'obsolescence, qu'elle soit programmée ou pas, en fait, c'est exactement ça. À un moment donné, tout finit par arrêter de marcher. Même en prenant soin d'un téléphone, il finira toujours par tomber en panne. Le pont le plus solide du monde finira par s'écrouler s'il n'est jamais entretenu. Et puis au bout d'un moment, tout le monde meurt. À la fin, le soleil s'éteint. À la fin de la fin, c'est la mort thermique de l'univers et tout finira dans un grand espace infini, vide, noir, glacé, immobile et mort. Ça va sinon, vous, la forme ? Bon, alors revenons à notre échelle et parlons des objets technologiques. On va estimer la durée de vie d'un appareil en probabilité. Si on a un objet très solide et fiable, on va avoir un pourcentage très faible de panne potentielle, 0,00, je sais pas combien de 1% dans sa première année de vie par exemple. Et si on a un objet un peu pourri, on va avoir 5, 10, 15%. Bon, ce que j'appelle l'obsolescence de Murphy, c'est le fait que ce pourcentage va mécaniquement augmenter quand on complexifie un objet. On pourrait résumer ça en plus un objet est complexe, plus il a de chances de tomber en panne. Et en fait, ça, c'est assez intuitif. Imaginons que j'ai un objet qui est composé de plusieurs modules et que chaque module ait 1% de chance de tomber en panne la première année après la fin de la garantie. Si vous avez un seul module, du coup, vous avez 99% de chance que votre objet passe la première année sans encombre. Mais plus vous ajoutez de modules, plus cette probabilité décroît. Bon, pour simplifier, on va supposer que les modules sont complètement indépendants et qu'une panne de l'un n'entraîne pas une panne de l'autre. Alors si j'ai deux modules, j'ai 99% de chance que le premier module ne tombe pas en panne, multiplié par 99% de chance que le second module ne tombe pas en panne, rappelez-vous vos cours de proba, ce qui donne à peu près 98% de chance de n'avoir aucune panne. Ce qui fait une chance sur 50 d'en avoir une, contre une chance sur 100 avec un seul module. Et si on passe à 10 modules, on passe à 0,99 puissance 10, soit 90,4% de chance de ne pas avoir de panne. Et donc là, c'est une chance sur 10 d'avoir une panne, quand même. Et puis mettons qu'on a un truc hyper complexe avec 50 modules, alors là je vous laisse faire le calcul, mais on arrive à 2 chances sur 5 d'avoir une panne lors de la première année quand même.
C'est un peu la malédiction de la complexité. Même si tu as des super modules très fiables, le fait d'en avoir un grand nombre augmente mécaniquement la probabilité d'en avoir au moins un qui a un problème. Loi de Murphy oblige. C'est pour ça d'ailleurs que les processeurs modernes qui ont des millions de transistors sont conçus pour pouvoir fonctionner même si un certain nombre de transistors tombent en panne. Et je parle d'obsolescence de Murphy parce que je vois une certaine tendance dans le monde technologique à proposer des objets toujours plus complexes. Un exemple, mon casque audio. Alors ce casque, moi je l'ai acheté pour deux choses. Premièrement, pour jouer de la musique. Deuxièmement, pour avoir l'annulation active du bruit, ce qui est pratique dans les transports en commun pour, par exemple, masquer le bruit que fait un train quand il avance. Ça fait déjà deux modules. La partie audio peut tomber en panne et la partie annulation de bruit peut tomber en panne aussi. Mais en plus, ce casque, il est Bluetooth. Troisième module susceptible de tomber en panne. Il a des boutons pour régler le volume, pour changer de chanson et répondre aux appels d'un téléphone connecté. On peut grouper tout ça dans un quatrième module. Et enfin, il a un détecteur d'oreille. Oui, il détecte si le casque est retiré pour mettre automatiquement en pause la chanson si c'est le cas. Cinquième module. Et ça, c'est juste un casque audio, c'est pas un vaisseau spatial. Bon, en plus, alors autant le Bluetooth et les boutons, j'y tenais pas plus que ça, mais ok, c'est pratique. Autant personnellement, le module qui met la chanson en pause quand tu retires le casque, je m'en tamponne le coquillard. Je suis capable d'appuyer sur pause tout seul. Mais surtout, ce qui m'inquiète et m'agace d'avance, c'est qu'est-ce qu'il se passera le jour où ce module tombera en panne ? Parce qu'il finira par tomber en panne, loi de Murphy, tout ça. Alors si j'ai de la chance, le casque ne se mettra plus jamais en pause. Si j'en ai moins, il ne se mettra plus jamais en marche. Tout ça parce qu'on a ajouté une nouvelle couche de complexité dont je ne voulais même pas, mais qui apporte de nouvelles chances de tomber en panne. Bon, et puis dans ma démonstration, j'avais pris le cas où les pannes étaient relativement indépendantes, mais c'est pas toujours le cas. Parfois, une panne peut entraîner d'autres pannes en cascade. Et quand je dis panne, c'est au sens large. Tu en as peut-être déjà fait l'expérience, c'est la fameuse imprimante scanner qui ne peut plus numériser de documents s'il n'y a plus d'encre. Non, ça n'a rien à voir, le scanner n'a absolument pas besoin d'encre pour numériser. Mais si l'interface est mal foutue, par incompétence ou par malveillance, les deux sont possibles, eh bien le message qui t'indique qu'il n'y a plus d'encre bloque toutes les autres fonctions. Bref, je pense que tu as pigé le principe de l'obsolescence de Murphy, mais alors maintenant, face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Déjà, personnellement, j'ai toujours tendance à favoriser les objets simples et à fuir les usines à gaz qu'on nous vend comme le summum de la modernité. La cafetière connectée à commande vocale qui s'allume toute seule à 7h du mat et qui t'affiche tes mails sur son écran tactile, très peu pour moi. Moi, j'ai une Moka italienne, la cafetière de mamie, à l'ancienne, et à part changer le joint tous les 10 ans, honnêtement, il y a peu de pannes potentielles à prendre en compte. Après ça, on n'a pas toujours le choix. Par exemple, moi, j'ai pas de télé, mais je sais que c'est devenu quasi mission impossible de trouver une télé qui ne soit pas une smart télé, avec tout le cortège de conneries inutiles incluses, et donc son nouveau cortège de pannes potentielles. Ce qui peut un peu nous sauver dans ce genre de cas, c'est roulement de tambour, c'est le logiciel libre. Oui, bien sûr. Attends, on est à l'April, on n'est pas à l'April, là. Bon, alors c'est pas juste pour balancer un mot-clé, Le logiciel libre, ça peut vraiment aider contre pas mal de formes d'obsolescence, programmée ou de Murphy. Pourquoi ? Déjà parce qu'avec du libre, en général, on a le contrôle. En tout cas, vachement plus de contrôle qu'avec le propriétaire. Moi, une fois sur mon ordinateur, je me suis retrouvé avec une touche de clavier coincée. Enfin, la touche n'avait physiquement rien, mais mon ordi recevait en boucle le signal de la touche F6. Donc j'imagine qu'il y avait un truc cassé en interne. Plutôt que de racheter un clavier, comme j'utilise un système où j'ai le contrôle sur à peu près tout, GNU Linux, j'ai assez facilement trouvé comment désactiver ou ignorer la touche F6 au niveau du système. Vu que je m'en sers assez peu de F6, ça m'a pas vraiment manqué. Et donc au lieu de jeter un clavier dont 105 touches marchaient sur 106, j'ai un peu repoussé l'obsolescence avec du logiciel libre. Et j'ai aussi souvenir d'un vieil iPod qui ne fonctionnait plus car le disque dur interne avait une partie corrompue qui, pas de chance, contenait le système d'exploitation, merci Murphy. J'avais réussi à y installer Rockbox, un OS alternatif pour baladeur MP3, OS libre, qui avait donné une seconde vie à cet iPod. Bon, il avait quand même fini par tomber définitivement en panne vu que le disque dur était en fin de vie, mais j'avais gagné quelques années, ce qui n'est pas rien pour un objet avec un prix d'achat et un coût écologique, tous deux conséquents. Pour mon casque, par exemple, si la détection d'oreille venait à déconner et à empêcher le casque de jouer de la musique, j'aimerais beaucoup pouvoir y installer un firmware libre pour désactiver cet élément logiciel. Même s'il marche d'ailleurs, j'aimerais bien désactiver cette connerie, parce que quand j'ai un bonnet sur la tête entre le casque et les oreilles, il a parfois tendance à ne plus détecter mes oreilles et donc à me mettre la chanson en pause de manière intempestive, ce qui est très très chiant. On revient en fait à l'origine un peu légendaire du logiciel libre avec la fameuse histoire de Richard Stallman qui voulait modifier le driver d'une imprimante pour réparer une panne. 45 ans après, les imprimantes font aussi scanner, elles ont un module Wi-Fi, un autre Bluetooth, elles peuvent commander l'encre toutes seules, elles ont 50 modules qui peuvent tous tomber en panne assez régulièrement et des drivers plus verrouillés que jamais. Alors du coup, Stallman, le logiciel libre, tu dirais plutôt que c'est un échec ou que ça n'a pas marché ?
Bon, je troll un peu, le fait est que le logiciel libre, c'est un des rares trucs qui peuvent nous aider à reprendre le contrôle dans une industrie qui veut toujours nous vendre des trucs plus verrouillés, plus complexes et donc toujours plus fragiles, toujours plus jetables. Bref, installez du libre où vous pouvez, mais dans la mesure du possible, prenez même carrément des objets simples, durables et qui n'ont pas besoin d'OS pour fonctionner du tout. En gros, vive la cafetière Mocha de mamie et salut. Merci Di. Et ce qui me fait penser, j'ai envie de saluer nos amis d'Antanac qui sont juste à côté, qui récupèrent des anciennes machines et qui, grâce au logiciel libre, peuvent en proposer à quiconque en a besoin. Et il n'y a pas besoin d'être un informaticien ou une experte en informatique. Il y a plein de libristes ou d'associations qui sont prêtes à nous accompagner si jamais il y a besoin pour réparer notre clavier ou d'autres solutions. En tout cas, merci beaucoup. Puis je te dis au mois prochain pour une nouvelle humeur. Ouais, au mois prochain, salut. Salut Di. Nous allons présent faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons de TBA pour gérer un événement et bien plus encore. Avant cela, nous allons écouter Celtic Hearts par Kira Daily. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1. Nous venons d'écouter Celtic Hearts par Kira Daily, disponible sous licence libre Creative Commons, attribution CC BY. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Nous allons passer à notre sujet principal. Nous allons donc poursuivre par notre sujet principal qui sera aujourd'hui animé par Laurent Costi, vice-président de l'April. Avant de lui passer le micro, je vous rappelle que vous pouvez participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Toutes les références de l'émission seront rendues disponibles sur la page consacrée à l'émission libreavou.org/239. Salut Laurent, je te laisse donc le micro ainsi qu'à tes deux invités. Bonjour Étienne, merci pour ce micro. Et puis effectivement, nous allons parler de TBA. Alors je vais reprendre, je vais reprendre ce qui est écrit sur le site et puis évidemment nos deux invités vont nous expliquer en long et en large, j'espère, toutes les potentialités de TBA. Donc TBA, c'est une solution libre de paiement, d'adhésion associative, de réservation et billetterie en ligne, de gestion de monnaie de temps et monnaie locale, de cashless, autrement dit permettant d'éviter des flux d'argent en liquide sur les festivals, et de gestion de prise de commande pour buvettes et salles de restauration. Ça fait beaucoup de fonctionnalités. L'idée générale est d'élargir le champ d'action d'une carte d'adhésion et ou cashless, déjà en circulation dans beaucoup de lieux et de festivals pour la création d'un réseau coopératif.
La plateforme vise à encourager la circulation des publics et la coopération entre les différents acteurs d'un territoire, tels que les tiers-lieux, les associations, les festivals, les artistes, les artisans et les développeurs informatiques d'outils libres. Les utilisateurs disposent d'une carte NFC, autrement dit une carte sans contact personnel, valable dans tout le réseau, TBA, sans frais d'abonnement ni de rechargement, qui permet de gérer et d'associer les adhésions associatives, les abonnements, les monnaies temps, locales et ou libres et fédérées et sur plusieurs lieux. Enfin, TBA, c'est pour ça qu'on en parle, est un logiciel libre développé par la Société coopérative d'intérêt collectif, une SIC, Code commun. Utiliser TBA, c'est intégrer un réseau d'économie sociale et solidaire qui vous accompagne de A à Z. Ça, c'était pour la phrase un peu commerciale. Mais je vais vous dire bonjour à Kaya et à Jonas qui vont nous raconter TBA. Bonjour Kaya, bonjour Jonas. Bonjour. Et bonjour. Merci d'avoir dédié du temps à cette émission parce que je sais que vous avez beaucoup de choses à nous raconter et puis justement, déjà peut-être que vous allez vous présenter respectivement, savoir comment on en vient à contribuer fortement à un tel logiciel. Donc je sais pas, Jonas commence ? Ok, salut, merci pour la présentation. Je me rends compte qu'effectivement que c'est long comme texte. Merci. Oui, bonjour à tous, moi je m'appelle Jonas. Du coup, je me présente souvent en disant que j'ai une double casquette. Je suis d'un côté régisseur de festival et ingé son. Je m'occupe un peu des musiciens et d'accueillir du public dans des événements. Et à côté, je suis un bidouilleur, hacker, libriste, développeur depuis que j'ai un ordi, depuis que je suis gamin en gros. Et voilà. Et j'ai dans TBA, j'ai réussi à allier un peu mes deux passions, l'informatique, les libertés numériques et l'événementiel. Voilà. D'accord, et tu as découvert les tiers-lieux, on y viendra après peut-être ? Ah oui, carrément. Et puis oui, dans les tiers-lieux, c'était un gros coup de cœur parce que c'était le lieu dans lequel les deux notions sont vraiment très importantes. D'un côté, on a les communs, pas uniquement numériques, mais les communs aussi d'espace, les communs du vivant, les communs d'habiter ensemble. Et c'est aussi des espaces où on fait la fête, où on invite beaucoup de musiciens et on fait pas mal de concerts. Et du coup, moi, quand je suis dans un tiers-lieu, je suis heureux parce que je peux faire mes deux passions. Voilà, on explicitera un peu les réseaux tiers-lieux et ce que ça produit, ce que ça génère et comment ça travaille ensemble. Kaya, je te laisse te présenter. Oui, bonjour. Alors moi, je suis depuis, on va dire ces dernières années, j'étais beaucoup en freelance, partagé entre création artistique, design, dev web. Je suis arrivée sur TBA sur le tard, puisque c'est seulement depuis l'été dernier que j'y participe. Et puis, par contre, je suis en contact avec le monde du libre depuis 2008, je crois. D'accord. Ça commence à dater. Très bien. Et donc, du coup, j'ai participé et aidé des projets associatifs et autres depuis ce moment-là. D'accord, quand tu dis dev web, pour les gens qui connaissent pas le monde de l'informatique, ça veut dire quoi dev web ? Ça veut dire que tu contribues à la fois à la question esthétique de TBA et aussi potentiellement derrière à de la programmation un peu plus obscure ? C'est ça. C'est du code, donc front, ce qui se passe dans un navigateur, donc HTML, CSS, JS, et puis c'est aussi du code back-end, okay. Dont on parlera un petit peu plus au moment de la technique peut-être. Oui, voilà, c'est ça, des choses qui se passent derrière et que les gens ne voient pas. Ok, parfait. Très bien. Jonas, l'histoire de TBA, moi je la trouve vraiment intéressante et on en discutait un peu avant l'émission, mais voilà, comment ça se construit un projet comme ça, et puis qu'est-ce qui fait que finalement on arrive à avoir des dimensions de commun, des dimensions libristes. Voilà, en fait, vas-y, raconte-nous l'histoire de TBA. Et je t'arrêterai si tu dépasses. Ouais, t'hésites pas, tu sais que je suis bavard sur ce sujet-là. Mais oui, c'est une histoire que je raconte régulièrement, que j'aime bien raconter parce que c'est l'histoire aussi de comment on crée un commun et comment on crée un commun numérique. Parce que TBA, voilà, on a monté une coopérative, on en reviendra plus tard peut-être sur la gouvernance pour gérer la gouvernance du projet. Mais à la base, c'est surtout la question, c'était comment répondre à nos propres besoins, surtout les nôtres, nous en tant qu'association culturelle et organisatrice de festival. Et voilà, je raconte souvent l'histoire de la création de TBA comme une histoire d'un commun. Et il est né à La Réunion, dans le sud de l'île, du coup, dans ce qu'on appelle le sud sauvage, dans la baie de Manapani, plus précisément, qui veut dire chauve-souris en malgache. Et
il existe depuis 2001, un festival qui s'appelle Manapani Surf Festival. Moi, j'y suis arrivé en 2016 en tant que musicien et ingé son là-bas, et j'ai vu tout de suite une bande de bénévoles assez rigolos qui tient un festival qui accueille à peu près 10 000 personnes sur le week-end, et qui avaient déjà créé leur propre billetterie eux-mêmes parce qu'ils voulaient tout simplement pas payer une billetterie existante. Il faut savoir que les billetteries, c'est des gros logiciels industriels très chers, qui sont généralement, ils vous prennent entre 1 et 2 euros par billet. Voilà, c'est des très bons logiciels, mais voilà, il n'y a pas beaucoup de logiciels libres sur ce sujet-là. Et une bande du coup de développeurs aussi bénévoles dans le lieu avaient créé leur propre site web pour vendre des billets, et puis du coup ils avaient 100% de leur vente. Ils étaient contents. Moi, je fais le festival, je tombe amoureux de la Réunion, j'y reste, j'y suis resté, je suis parti pour y aller. À la base, j'aurais dit prends-moi juste un billet d'avion, je reste 2-3 mois pour visiter, et puis je repars à Paris ou à Montpellier. Et en fait, j'y suis resté 8 ans, donc plutôt cool. Et du coup, l'année suivante, on a décidé de faire du cashless. Si je peux expliquer vite fait ce que c'est qu'un cashless. Bien sûr, oui, ça me semble important pour que les gens appréhendent. Ouais, c'est pas simple. Si vous êtes festivalier régulier, parfois vous connaissez ces festivals, des gros, petits festivals ou moyens, enfin rarement les petits parce que ça coûte très cher comme système, mais on arrive dans le festival et plutôt que d'avoir en gros une caisse enregistreuse avec du liquide, un terminal de paiement, carte bancaire dans chaque point de vente, ce qu'on fait, c'est qu'on vous donne une petite carte, souvent un bracelet qu'on vous met au poignet, et on vous dit, vous avez, c'est votre portefeuille et vous pouvez mettre autant d'argent que vous voulez dessus. C'est juste qu'il y a un seul endroit où vous mettez de l'argent. Donc souvent à l'accueil du festival, ce qu'on appelle le point cashless. Donc j'arrive au point cashless, je mets mes 20, 30 ou 50 euros pour ma soirée, et ensuite dans tous les points de vente disséminés dans le festival, je peux aller payer juste en faisant un bip sur le terminal de paiement pour prendre une bière. C'est quelque chose d'extrêmement pratique pour les organisateurs parce que ça permet d'éviter souvent à des bénévoles qui sont derrière les tireuses à bière jusqu'à 2-3 heures du matin de faire des erreurs de caisse, suivant la sobriété légendaire des bénévoles de festival. Et ça permet aussi du coup d'avoir une certaine fluidité aussi pour les ventes parce que on fait juste bip, on n'a pas d'argent à rendre, on n'a pas de code à taper sur le TPE, et du coup ça fluidifie les ventes, donc il y a moins de queues, donc forcément il y a plus de ventes, et aussi on passe plus de temps à discuter avec les festivaliers. Nous, en tant que bénévoles, on n'est pas en train de stresser à cause de la file qui grandit, à cause de l'argent qu'on a du mal à rendre. Oui, puis la responsabilité des bénévoles qui doivent faire transiter de l'argent liquide, c'est jamais très agréable. Clairement. Ouais, moi je me souviens encore même de ma trésorière bénévole aussi, qui faisait le tour du festival toutes les heures avec un sac à dos rempli de pièces de monnaie, avec 10 000 euros dans le sac, qui flippait à chaque fois pour traverser la foule. Retirer pour elle, avoir le cashless, ça a été le jour et la nuit. Et puis ça a fait aussi réduire beaucoup les coûts de frais de terminaux bancaires et tout aussi au festival. Enfin, ça a beaucoup d'avantages. Le seul inconvénient, c'est que y a un monopole un peu en Europe d'une entreprise qui fait des prix vraiment très très chers, et surtout qui a une politique un peu, on va dire, en fait, ce qui se passe, c'est que quand nous, en tant que festivaliers, souvent il nous reste de l'argent sur les cartes à la fin du festival, et on a un peu la flemme, soit parce qu'il est un peu 3h du matin, on est fatigué, on a un peu trop bu, ou alors on oublie, et on a souvent que 2-3 semaines, un mois pour se faire rembourser sur un compte en ligne compliqué volontairement à fabriquer. C'est ce qu'on appelle parfois un dark pattern. Et du coup, dans cette entreprise-là, dans la plaquette commerciale, ils disent littéralement, ok, on est super cher, mais vous inquiétez pas, vous allez récupérer l'argent qui reste sur les cartes des gens derrière. Voilà, nous on n'a pas voulu faire ça, on s'est dit, on fait un logiciel libre. Ouais, c'est une politique un peu particulière, bon. Mais ça marche, c'est un très bon produit, ceci dit. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est dire, nos cartes, on va faire en sorte qu'elles soient pas jetables déjà, elles soient valables à vie. L'argent que tu mets dessus, tu te le fais rembourser quand tu veux. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit un outil qui nous aide et qui t'aide toi aussi en tant que festivalier à kiffer la soirée, quoi. Et c'est pas un outil pour te piquer de l'argent. Voilà, donc c'est un projet qu'on a lancé en 2017, du coup, et qu'on a expérimenté pendant plusieurs années. Et il se trouve qu'on n'a pas que le festival avec à Manapani, on a aussi un petit café associatif dans lequel aussi on avait des contraintes de vente d'alcool, aussi des bières en gros au bord de la mer, mais on pouvait le vendre uniquement à nos adhérents car on n'avait pas de licence d'alcool en dehors du temps du festival. Du coup on a dit aux gens, vous gardez vos cartes cashless et quand vous scannez votre carte, il y a un petit QR code derrière. Quand vous le scannez, vous pouvez adhérer à l'asso avant de venir. Vous pouvez aussi dépenser du coup l'argent que vous avez mis pour le festival, vous pouvez le dépenser au café associatif. Et ça a cartonné, les gens venaient nous
voir, adhérer avant de venir avec leur carte, et ça faisait une carte d'adhésion. Très bien. Attends, Jonas, je me permets. Tu peux ralentir. On a jusqu'à 16h41. Et surtout, je pense aussi à Marie-Odile, qui en ce moment travaille déjà pour la transcription, qui doit vraiment carburer pour poursuivre ton Tu fil. fais très bien de me le dire, Voilà. parce que je parle très vite, t'as raison, ça travers surtout dans les choses que j'aime bien. Oui, Ouais, je sais. carrément. Et c'est absolument intéressant. Merci. Carrément. Alors du coup, aujourd'hui, à cette époque-là, du coup, on a une billetterie et un cashless qu'on a fabriqué nous-mêmes, du coup, et arrive du coup le café associatif, du coup, qui réclame des adhésions associatives sur les cartes, et du coup, on a un système de billetterie, donc de cashless et d'adhésion associative, et on se retrouve avec un système qui remplace peu ou prou un peu des solutions qu'on connaît tous, comme Eloasu ou d'autres solutions L'adhésion de prise d'adhésion en ligne, ouais, merci. Arrive le Bichic ensuite et la raffinerie, qui sont deux autres lieux culturels qui nous disent c'est génial ce que vous faites. Le Bichic, lui, ce qu'il veut, c'est un petit café associatif aussi, même besoin. Il a besoin de vérifier que les personnes soient bien adhérents pour leur vendre de l'alcool, mais il aimerait aussi que le terminal pour prendre des commandes dessus, on puisse l'avoir sur un téléphone pour prendre les prises de commandes en salle de restauration et que ça imprime des tickets en cuisine. Et du coup, vous voyez, hop, encore un nouveau besoin et on développe l'application pour en faire une sorte d'outil de gestion, de prise de commande, de restauration. Et ça devient vraiment une vraie caisse enregistreuse, parce que ça accepte les espèces, les cartes bancaires, les chèques, et du coup toujours ces cartes cashless qui sont héritées du festival. Arrive la raffinerie ensuite. Ouais. Vas-y, tu veux que... Oui, là tu mélanges alors un petit peu les fonctionnalités, l'histoire de TBA. Je sais pas si Kaya peut compléter quelques éléments sur alors c'est vrai que c'est toi qui maîtrises l'histoire, mais il y a peut-être des choses à compléter de la part de Kaya sur ces éléments-là ou pas ? Non, je t'ai un peu coupé alors, c'est ça ? Non, vas-y, carrément. Oui, peut-être ce qui se passe ensuite à la raffinerie, surtout le système de valorisation de bénévolat. Et peut-être que, je sais pas si Kaya est peut-être à l'aise là-dessus, sur ce sujet-là. Ah. Ou pas, on l'a perdu. On a peut-être perdu Kaya là par contre. Ah, mince. Alors, je sais pas si Kaya a désactivé son micro ou pas, parce que en tout cas, ça ne bouge pas de notre côté, en régie. Ah, bon bah vas-y, continue Jonas, on continue, donnera la parole à Kaya tout à l'heure. Ça roule, ça marche. On va essayer de résoudre le problème. N'hésite pas à me couper en tout cas. Ouais. Et alors la raffinerie arrive et la raffinerie, alors c'est un tiers-lieu assez fabuleux qui se crée. Très bien. Voilà, cool. D'accord. Est-ce que tu as entendu les propos précédents, Kaya ? Oui, tout à fait. Et je parlais aussi, mais visiblement toute seule. Oui, vraisemblablement. Donc tu pouvais intervenir sur la question du bénévolat peut-être ? Sur la fonction bénévolat ou est-ce que tu avais à réagir sur ce qu'était en train de dire Non, c'est vrai que tant que c'est sur le déroulé de l'historique, ce que je disais, c'est que c'est vraiment... Moi, j'étais pas présente à la réunion. Voilà, moi je suis arrivée avec l'entrée en métropole de Tibier. D'accord. Mais comment tu as appréhendé la quantité de fonctionnalités qui se développe à une vitesse que je trouve assez étonnante finalement. Ça a été compliqué. Je me rassure. Bon, voilà, c'est bien. Ça a été compliqué, surtout que justement le but quand je suis arrivée, on va faire un petit bond dans le temps, puisque donc il y a quand est-ce qu'on a obtenu les financements de France 2030 après quand tu es arrivé, c'est vrai, il y a 6 mois. Voilà, donc l'été dernier, on a reçu des financements qui ont permis en fait d'agrandir l'équipe. Et donc on est venu frapper à ma porte parce que moi je fabriquais déjà un logiciel pour un tiers-lieu. D'accord. Je leur ai fait faire un logiciel de réservation de salles. Et donc à ce moment-là, moi je me suis dit pourquoi pas, je veux bien aider à venir travailler là-dessus. Et ça m'arrange d'autant plus que j'ai pas tout à fait envie de travailler toute seule sur un logiciel pendant des années avec justement cette obsolescence de Murphy dont on parlait tout à l'heure. Oui. Voilà, le souci, c'est que le jour où moi je suis malade, j'ai envie d'arrêter de travailler, quoi que ce soit, ce tiers-lieu a des gros soucis. Donc j'ai voulu rejoindre en fait, pour qu'on puisse construire ensemble un logiciel qui serait plus stable, il y aurait plus de personnes impliquées et qu'on pourrait déployer un petit peu partout.
Super, excellent. D'accord, ok. Donc Jonas, peut-être que tu peux reprendre et peut-être terminer l'histoire par rapport à la raffinerie, finalement, qui a souhaité avoir une capacité de valorisation du bénévolat. Oui, effectivement, c'est super ce que raconte aussi Kaya, parce que c'est aussi rappeler que en fait on a créé ce logiciel-là, c'est vrai que c'est un peu un vrai bordel, mais parce qu'on l'a créé sur nos besoins à nous. Je l'aurais pas dit comme ça. On l'a modifié. Non, ça commence à ressembler vraiment à quelque chose aujourd'hui, on est vachement content, mais à cette époque-là, c'est vrai que c'est vraiment construit sur chaque besoin de lieu. On n'en est pas encore sur un logiciel qu'on avait envie d'ouvrir à l'extérieur, il devait juste répondre à nos propres besoins et aux besoins des lieux copains, à côté, voisins, quoi. Dans La Réunion, c'est tout petit, l'île de La Réunion, on se connaît tous. Donc on s'entraidait en fait entre nous, déjà entre structures culturelles. Et c'est là où la raffinerie a été très 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 porteuse, parce que pour moi c'était mon premier contact avec l'univers des tiers-lieux. On pourra en parler si vous voulez, mais c'est des lieux qui sont très hybrides, dans lesquels il y a beaucoup de choses différentes qui se passent. À la raffinerie par exemple, il y avait de la permaculture, il y avait un Fab Lab, des espaces de travail partagés, donc du coworking. Il y avait même de l'aquaponie, un endroit où on fait pousser des poissons, on récupère des injections pour faire pousser des salades à côté. Enfin c'est des lieux vraiment complètement hybrides. Tu parles très vite, j'ai compris aquaponie, mais tu n'as pas dit aquaponie. Oui, d'accord, aquaponie. Oui, c'est ça, c'est de l'aquaponie, PONIE, je crois, oui, c'est ça. Et pardon, je vais ralentir un peu le débit, je vais essayer. Et il y avait aussi des espaces du coup d'accueil de musiciens et de scènes dans lesquels on pouvait accueillir près de 600 personnes. Et donc c'est des lieux qui sont très très hybrides, très très vivants et qui sont construits sur ce qu'on appelle souvent des chantiers participatifs. Donc l'idée c'est que tu arrives le matin, le mercredi matin par exemple, on invitait tout le monde à venir, on payait le petit-déj et on disait viens nous aider à construire le lieu, viens apprendre à souder des conteneurs, viens nous apprendre, viens accueillir du public et tout. Et l'idée qu'a eu la raffinerie, c'est faire ce qu'on appelle une monnaie temps, c'est-à-dire que tu viens nous filer un coup de main 4 heures de temps, on te donne 4 points et on les a rajoutés sur la même carte cashless du coup qui ont servi pour le festival de Manapani en disant on met pas que des euros sur la carte, on met aussi des monnaies de temps qui pourront te servir plus tard à valoriser ton bénévolat du coup et aller le redépenser 1 heure dans le Fab Lab, 1 heure dans un atelier couture ou ce genre de choses. L'idée étant de valoriser le bénévolat que l'on fait, non pas avec une rémunération en euros, mais avec un échange de services. Voilà, il se trouve aussi, petite parenthèse, qu'on échangeait des monnaies de temps contre des boissons au bar. Du coup, on pouvait venir filer la main le matin et payer des coups à boire le soir à ses copains. Et c'était quand même assez chouette. Et ça a extrêmement bien marché. Il faut avouer qu'on a fait plus de 2000 cartes par an. Les gens se sont vraiment pris au jeu avec la carte de gagner des points et se les échanger ensuite dans les ateliers. Voilà, ça a été vraiment fondamental comme besoin dans la raffinerie pour créer un lieu. Ça renforce le lien social. Franchement, oui, c'est des approches qui sont alternatives vraiment sympathique. Ok. Et pour terminer du coup l'histoire, tu voulais parler de la fédération de cartes et de billetterie, c'est ça ? Ouais, je peux aller très très vite là-dessus, parler lentement, mais aller sur, là sur aussi, le sujet. C'est intéressant sur un territoire. Donc non, vas-y, explicite, lentement, mais explicite. Ça marche, c'est bien de me dire. Arrive 2019, je crois, et la politique tiers-lieu portée par l'État. En gros, l'idée, c'était, l'État nous a demandé, nous, tiers-lieu, fédérez-vous en région pour que vous puissiez centraliser les demandes de subventions. En gros, on en a marre d'avoir 30 dossiers de subventions, on veut n'en avoir qu'un seul par région. Voilà, ok, donc chaque région a construit un peu son réseau régional. À La Réunion, on l'a appelé la Réunion des tiers-lieux, RTL, avec un petit X à la fin, RTLX. Et on a très vite mis dans les budgets de RTLX, du coup, le développement d'outils communs, notamment le Tibillet. Et l'idée, c'est de faire en sorte que la carte, du coup, le Tibillet, donc une carte d'adhésion, vous vous en souvenez, une carte de cashless mais de monnaie temps, et une carte aussi qui peuvent gérer son agenda et une billetterie, qu'elle soit pas uniquement liée à un seul lieu, mais qu'elle soit lisible dans plusieurs espaces. Et vous voyez un peu l'histoire, l'idée rigolote, c'est que si on met de l'argent sur une carte et qu'on peut le dépenser à plusieurs lieux, ça devient une proto-monnaie locale, vous voyez, avec laquelle on peut s'échanger en même temps des services avec une monnaie temps, mais aussi des agendas. On peut créer une billetterie fédérée à plusieurs lieux et créer un agenda culturel sur l'espace d'un territoire, donc une petite ville, une petite rue, n'importe quoi, ou son collectif à soi. Et là, ça a explosé. Là, du coup, c'est là où les tiers-lieux nous ont vraiment aidés et portés, quoi. Voilà. Ça résonne avec le monde associatif que je connais, par exemple le réseau des MJC, où c'est vrai que sur une ville où il y a plusieurs MJC, par exemple, se pose la question de savoir comment on fait commun, quoi. Et évidemment que le système technique, la carte d'adhésion ou la carte que tu proposes, enfin qui est proposée par Tibillet, ne suffit pas, parce qu'évidemment il faut aussi une volonté politique. Mais à partir du moment où le système est là aussi, ça va faciliter, fluidifier ces logiques-là, et ça peut aider sur un territoire à faire commun et à rendre vraiment uniforme finalement un projet en termes sur le territoire, quoi. Voilà.
J'ai une personne aussi récemment qui m'a parlé de la version positive d'un pied dans la porte, c'est-à-dire que autant, c'est vrai que c'est difficile souvent de s'impliquer dans les collectifs, de se motiver à aller consommer en monnaie locale, etc., etc. Mais si je vais à un événement, que je me retrouve d'office avec une carte sur laquelle il y a des sous, je suis déjà dans le réseau. Je n'ai même pas eu besoin de réfléchir plus que ça, j'ai pas eu besoin de m'engager particulièrement, d'avoir une réflexion. J'ai juste une carte avec des sous et du coup je vais avoir envie de trouver des endroits où je peux dépenser ces sous de mon reste de verre que je n'ai pas bu dans la soirée, etc. Oui, l'outil va favoriser, quoi. L'outil va favoriser. C'est Évidemment que jamais ça ne remplacera des volontés, des décisions en amont. Hein. Si on n'a pas envie de faire commun, ça ne marchera pas. Mais par contre, quand c'est là, ça vient appuyer justement des logiques politiques. C'est extrêmement intéressant. Alors, on a, je pense, bien détaillé l'histoire de TBA. Finalement, c'est un projet qui est assez jeune, moi je trouve, en tout cas par rapport à d'autres projets libristes que je peux croiser par ailleurs, qui s'est développé, moi je trouve, c'est pareil, à une vitesse assez rare. Et peut-être que, alors, sur les fonctionnalités, je sais pas si on a fait le tour, on a parlé du cashless, on a quand même balayé beaucoup de fonctionnalités. Est-ce qu'il y en a qu'on aurait oublié ou qu'on voudrait préciser ? Adhésion associative, billetterie, agenda, caisse enregistreuse, cashless de festival événementiel, gestion de salle, prise de commande, bientôt la gestion de réservation de salle. Ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup de choses, t'as raison. Ça fait beaucoup de choses. Ouais. Et peut-être que la question qu'on peut avoir quand on entend la liste là, c'est finalement, comme tout logiciel, j'imagine qu'on peut activer ou désactiver les fonctionnalités. C'est-à-dire qu'on ne prend pas tout le pack avec tout qui arrive en même temps et on est tout perdu. Tout à fait, d'ailleurs c'est le premier rapport que tu as à ça, c'est tu crées d'abord ton agenda et ton système d'adhésion. Ce qu'on a fait en gros au tout début, c'est que on fait une alternative libre à Helloasso déjà, et après si tu veux le reste, tu viens nous voir, on discute ensemble, on te montre comment ça marche. Voilà. C'est un peu l'idée. Kaya, Non mais c'est vrai que du coup on a essayé d'appeler ça surtout une boîte à outils. C'est-à-dire que quand on vient en fait essayer d'expliquer en plus simple. On dit que c'est une boîte à outils dans laquelle on a des outils spécifiques qui peuvent servir à des collectifs spécifiques ou à des publics spécifiques et dans lesquels idéalement on va venir pouvoir se servir comme on veut et pour qu'on se constituer ce qu'il nous faut pour avancer en tant que collectif, quoi. D'accord. Et du coup, j'ai entendu aussi la dernière phrase de Jonas qui te dit on te montre comment ça marche. Mais du coup, comment ça marche on te montre les assos vous sollicitent oui, c'est génial ça. Et, ouais. C'est un super sujet ça. Combien ça coûte ? Enfin voilà, on imagine que c'est comme c'est beaucoup de temps pour vous. Enfin venir montrer comment marche un logiciel pour baigner un petit peu dedans. Je sais ce que ça représente en termes de temps, d'énergie, de préparation en amont, alors documentation. J'imagine qu'elle est liée au logiciel, mais une documentation, on en parlait aussi avant l'émission, une documentation sans accompagnement, c'est pas forcément extrêmement utile. Enfin si on n'est pas habitué à l'utiliser. Enfin voilà, racontez-moi tout ça. Oui, ça, on a la chance d'être soutenu et d'être porté par les tiers-lieux du coup dans lesquels on a construit l'outil, vu que comme disait Kaya aussi, on s'est construit sur des besoins. On a de la chance, on n'a pas construit le logiciel avec une idée d'une petite équipe dans un bureau qui a envie de vendre un logiciel auprès d'associations, de structures. C'est qu'on s'est construit sur nos propres besoins et du coup on a vraiment beaucoup de chance d'avoir un réseau qui nous porte et qui nous dit c'est chouette parce que moi ce besoin-là, moi aussi je le rencontre et du coup on va se porter ensemble. Et le réseau de tiers-lieux s'est structuré comme assez fort en réseaux régionaux et même avec beaucoup de subventions et du coup nous fabrique ce qu'on appelle des résidences. Et là par exemple il y a 15 jours on était une semaine dans les Hauts-de-France avec le réseau régional qui s'appelle la Compagnie des tiers-lieux et qui nous dit viens, moi je te paye la bouffe et le transport, tu viens, je t'héberge chez moi et on va avoir 3-4 lieux par jour et tu vas leur expliquer ce que tu fais, comment tu le fais et puis rencontrer leurs besoins. Et surtout nous c'est quelque chose qu'on adore, c'est que ça nous permet de remonter les besoins du terrain, des autres lieux qui nous ressemblent aussi,
qui nous disent c'est génial ce que vous faites, mais il me manque ça. Est-ce que ce serait possible de le rajouter? Et là, on regarde le temps que ça prend. Là, après, il y a Kaya qui me dit non, arrête de te faire trop de boulot, de dire oui à tout le monde. Et puis on développe au fur et à mesure de ce qu'on peut faire. Mais c'est là où viens, je te montre comment ça marche, surtout, et je t'accompagne surtout, et on le fait ensemble. C'est fondamental pour nous. Enfin, je pense que c'est comme ça. Oui, mais même ça, c'est extrêmement précieux pour la structure, parce que finalement, venir sur place, donc montrer comment ça marche, collecter effectivement les retours d'usage, c'est extrêmement précieux pour vous, ça je l'entends. Mais oui, ça se finance normalement. Il faut. Alors vous bénéficiez pour l'instant, c'est ce que tu expliquais du soutien de l'État sur le développement, mais ça, c'est à terme, c'est prévu de faire évoluer le modèle économique pour structurer un peu de formation, ou enfin comment là pour l'instant vous profitez de pouvoir être présent auprès des associations, si je comprends bien. Ouais. Kaya ? Alors, Kaya, tu veux y aller ? Vas-y. Oui, je peux parler un petit peu, parce que en fait, ça se rejoint justement sur des façons de fonctionner, sur du modèle économique, etc. Là, on est en train de croiser beaucoup de choses. Oui. En fait, on est en train d'évoluer sur tout ça, notamment parce que l'équipe a grandi, parce qu'on a eu les financements, parce que tout ça, et puis qu'on a d'autres personnes qui sont intéressées pour aussi continuer à nous financer des chantiers. Et il se trouve que ce qu'on a commencé à faire, c'est des budgets contributifs. Et on a une personne, Maïlis, qui est venue nous aider à formaliser et lancer ça. Et donc les budgets contributifs, le principe, c'est que on ouvre un budget qui a une mission particulière et on se rémunère dessus en déclarant donc les montants qui nous paraissent justes par rapport au barème qu'on s'est donné. Et pour lier ça donc à la question de comment on finance ça, eh bien justement il y a un budget contributif animation qui a vu le jour et qui a permis à quelques personnes en fait de prendre du temps pour aller par exemple discuter ou aller former l'asso qu'il y avait dans la ville. Je pense à du coup Adrienne qui va voir plusieurs assos sur Montpellier par exemple. Et donc là, c'est des personnes qui viennent se rémunérer en mode contributif là-dessus. Et puis, sur le reste du modèle économique, peut-être je te laisse en parler, Jonas. Si tu veux. Oui, l'idée pour compléter le modèle contributif, l'idée c'est vraiment de retirer un peu le rapport de subordination qu'on a souvent dans des projets un peu plus ou moins libres ou pas. C'est surtout de dire que on met des sous qui sont là, on met les tâches qui sont en face, et c'est toi qui décides combien tu veux prendre, combien de temps tu veux t'impliquer dedans, et c'est à toi de décider ce que tu veux faire, comment tu veux faire grandir le projet. C'est une façon de fonctionner qui est aussi souvent issue des tiers-lieux qu'on appelle parfois la co-rémunération, et c'est passionnant aussi à traiter. L'idée c'est de comment on construit un projet ensemble sans avoir un rapport de subordination ou du management ou des trucs comme ça. Et du coup, on invite tout le monde, tous ceux qui ont envie de bosser dans TBA, à venir voir les tâches qu'il y a à faire et dire moi je sais faire, et nous on t'accompagne à le faire. Et tu peux être rémunéré pour ça. En fait, c'est rigolo de dire que c'est pas que du code qui peut être contributif. On a l'habitude de ce mot dans le logiciel libre, la contribution. Il y a aussi notre façon de travailler et nos budgets qui sont contributifs. Et finalement, vous constatez pas d'abus, enfin en tout cas, s'il y a besoin de régulation, c'est vraiment à la marge en termes de temps et d'énergie, j'imagine. De se dire, là, t'exagères un petit peu. Ou... Pardon ? Excuse-moi, Kaya. Je dis pour l'instant, je pense qu'on ne saurait pas, c'est tout frais, mais par contre, même si c'est tout frais dans TBA, c'est une pratique qui a déjà une longue histoire dans les tiers-lieux et qui a des... Du coup, c'est surtout ce qui va être conventionné, borné, paramétré, c'est surtout... l'établissement du budget, de la mission, combien vont se rémunérer là-dessus. En fait, c'est à cet endroit-là qu'on resserre pour que justement il puisse y avoir une liberté encadrée en fait au moment où on décide sa rémunération. Et partagée. Très bien. Et puis tout est transparent aussi. C'est ça qui est chouette, c'est qu'un faire fonctionner comme ceci, c'est aussi apporter de la transparence dans des structures parfois qui ne le sont pas, les entreprises. Et tout est transparent. Et quand il y a la transparence, quand il y a du collectif, il y a moins d'abus. On voit très vite, tout de suite, quand un abus est réalisé, vu
que tout est transparent. Très bien. Je vous remercie déjà pour cette première partie qui éclaire énormément de fonctionnalités de TBA. Je vais repasser la parole à Étienne pour une petite pause musicale et on reprendra la discussion. On a encore plein de choses à dire sur TBA. Merci Laurent. Je précise juste parce qu'il a été question à Tierleu et notamment des Fab Labs, dire qu'on avait reçu le 25 février dans l'émission 237 une représentante du réseau français des Fab Labs, Espace et Communauté du Fer. Et je pense qu'il y aura beaucoup de ponts entre ces deux émissions. Donc si le sujet vous intéresse, je vous invite à aller écouter le podcast de l'émission 237. Et comme tu as dit, nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter Intro to the Womb par Cloudkicker. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1. Nous venons d'écouter Intro to the Womb par Cloudkicker, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution, CC BY. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Je vais laisser à nouveau la parole à Laurent Cossy, vice-président de l'April, et à ses invités qui nous parlent de TBS, ce projet passionnant. Je vous rappelle juste avant ça que vous pouvez participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site Cause Commune. causecommune.fm, bouton de chat. Toutes les références de l'émission, il y en a eu pas mal, seront rendues disponibles sur la page consacrée libreavou.org/239. Laurent, je te rends la parole. Merci Étienne. Alors on parlait de TBA, c'est absolument passionnant, l'échange, la manière dont ça s'est construit, les perspectives que ça dessine. On était un peu sur les questions économiques, donc du coup peut-être que vous pouvez nous détailler le modèle économique alors actuel ou en perspective. On a commencé à l'évoquer, mais je veux bien éventuellement des précisions, qu'on comprenne. Ok. Jonas, Kaya, ouais. Jonas, allez, pour commencer. Déjà, comme beaucoup de projets un peu libres, on a un modèle qui est basé sur la vente de services. C'est-à-dire, en gros, tu ne payes pas le logiciel, le logiciel est libre, il n'y a pas de licence, on n'a pas de rente là-dessus. Par contre, on te demande de payer notre temps humain si on doit se déplacer ou faire du développement spécialisé. Par exemple, on a des structures qui ne sont pas du tout de l'ESS, coopératives ou culturelles, comme des boîtes de nuit ou des hôtels de luxe qui veulent utiliser aussi un système de cashless. Bon, il se trouve que pour eux, le logiciel libre est quand même beaucoup moins cher que les logiciels payants propriétaires à côté, et donc on leur rend ce service un peu en cassant un peu les prix du marché, mais voilà, et du coup on peut se rémunérer là-dessus. Mais en dehors de ça, on essaye de ne pas avoir un modèle contributif vraiment pour les lieux qui construisent l'outil ensemble, et ça là-dessus, faut avouer qu'on a une belle subvention il n'y a pas si longtemps. Non, Kaya, qu'est-ce que t'en penses ? Oui, les sous c'est bien. Pardon, moi je suis vraiment beaucoup plus sur le côté organisation et puis après derrière design et programmation. C'est vrai qu'on a eu la subvention de France 2030, quoi, oui, c'est voilà. ça ouais. C'est ça.
Alors oui, est-ce qu'on peut expliquer alors je sais pas si vous voulez donner les montants, c'est peut-être pas utile, mais qui vous a soutenu? Oui, c'est peut-être important de le dire quand même. Et puis je veux bien entendre parler qu'on détaille un peu ce qu'est l'appel à commun lancé par France Tiers-Lieux. Ça me semble extrêmement intéressant. Complètement. Oui, merci de parler de ce sujet-là. Il est super aussi. Ouais, c'est chouette. Oui, carrément. On est complètement transparent sur les budgets. Pardon. On a reçu un financement de 300 000 € du ministère de la Culture et de la Banque des Dépôts. Ça fait partie un peu du package qu'ils ont fait dans la Startup Nation pour France 2030. Donc vous aviez rempli un appel à projet ou comment on a gagné avec surprise. On n'y croyait pas trop, mais ouais. D'accord. Non, mais vous avez passé du temps du coup à renseigner un dossier, j'imagine assez conséquent pour candidater. Oui, en vrai, c'est le dernier qu'on a touché. On a touché plusieurs plus ou moins gros. En fait, à chaque fois, souvent, c'est les collectivités locales qui nous disent c'est bien ce que vous faites. Tenez, peut-être qu'il y a un appel à projet auquel vous pouvez répondre. Et souvent, on vient nous chercher si on a de la chance. Et on répond. Souvent, on n'a pas les sous. Et cette fois-ci, on l'a eu. Du coup, on a eu 300 000 € pour porter un projet vachement sur le long terme. Du coup, on a vraiment de quoi du coup lancer tout en budget contributif. On fait un petit pionnier rigolo. On dit on prend les sous de l'État et on le met en budget contributif. On monte pas une start-up. C'est rigolo, alors que tous les autres lauréats de cet appel à projet-là sont vraiment très très start-up, mais que je ne juge pas, je veux dire, mais on est un peu dans un modèle un peu différent. Et après, oui, il y a eu l'appel à commun, du coup, qui a une initiative qui a été lancée d'abord sur l'idée qu'il fallait arrêter de faire des appels à projets, que c'était plus intéressant parfois de réfléchir à ce qu'on appelle des appels à commun. En gros, l'idée, c'est partir plutôt que ce soit une politique souvent descendante, c'est-à-dire que c'est l'État ou des collectivités qui décident souvent, on va mettre des millions d'euros sur tel ou tel sujet et puis on va demander aux gens de répondre à des appels à projets. L'appel à commun, c'est plus, on va faire ça dans l'autre sens, on va dire aux gens, montrez ce que vous faites et puis on voit si c'est basé sur des besoins, s'il y a une connexion entre ce que vous faites et ce que les lieux ont besoin, en gros on met des sous là-dedans. Voilà. Et là c'est un groupement d'intérêt public avec du coup France Tiers-Lieux et plusieurs réseaux régionaux et l'idée c'est de dire au commun, montrez-vous, rendez-vous visible, regardez, et puis on va vous mettre des sous si les lieux sont OK pour vous financer. Et c'est pour 1 € mis par un lieu, nous, l'État, on met 1 € dedans. Voilà. C'est une super initiative et qui va aussi nous aider à rajouter un peu de sous dans les budgets contributifs pour que chacun et chacune puisse venir faire grandir le projet. Bon. Oui, il y a combien de projets qui ont été justement déposés sur la plateforme là ? Approximativement une trentaine, je crois que Bénéva Libre en fait partie, je crois, non? Oui, je confirme. Mais du coup, c'est pareil pour TBA, vous avez déposé le projet de connecteur, je crois, entre Paeco et TBA, c'est ça? Oui. Ouais, ça, on y tient beaucoup à ça. On ne veut pas développer quand on nous demande un besoin, on regarde d'abord s'il n'y a pas une autre solution open source libre qui répond, et on essaie de créer des ponts. Du coup, quand c'est le cas par exemple pour Paeco, on nous fait souvent la demande, les adhésions associatives sont dans les deux systèmes, autant faire en sorte qu'il y ait un pont plutôt que se faire concurrence, ce serait dommage. Il y a des ponts aussi, tu le sais, on a envie de créer des ponts avec Bénéva Libre, on a envie de créer des ponts avec Docos, avec Dolibar, avec tous ces systèmes-là pour en gros simplifier la gestion des lieux et pas rajouter des outils là où parfois... Oui, au-delà de la concurrence, finalement, c'est pour faciliter la gestion pour les associations elles-mêmes, qui se retrouvent sinon avec des bases de données parallèles à devoir mettre à jour. Et c'est là que commence le grand cirque. La multiplication des outils. Voilà. Voilà, d'accord. Et donc, du coup, quand est-ce que cet appel à commun s'arrête ? Eh bien, je crois que c'est aujourd'hui, figure-toi. Ah bon, oui. C'est vraiment une question tout à fait naïve. D'accord. Oui, enfin, je crois que le système un peu de crowdfunding, où ils ont demandé aux lieux d'investir de l'argent et dans lequel ils allaient doubler, c'est fini fin janvier. D'accord. Mais il restait encore un peu de sous qui étaient non dépensés. Et aujourd'hui, ils ont fait une forme de jury pour savoir comment dépenser les sous qui allaient rester. Voilà, je crois qu'on aura des réponses dans pas très très longtemps, je crois. Très bien, merci pour cet éclairage. Et merci pour le lien dans le chat. On mettra le lien dans la page de l'émission de l'appel à commun, parce que cette initiative-là, elle est extrêmement intéressante, je trouve, justement pour faciliter le développement des communs. Donc c'était important de le mentionner. On va prendre un exemple concret. Allez, je vais prêcher pour mon réseau. Là, je suis une association, une MJC là, qui organise chaque année un festival. Clin d'œil à mes petits camarades. Comment je fais concrètement si je veux tester TBA sur mon prochain festival? Combien ça me coûterait? Alors on a déjà un peu répondu, mais je veux bien qu'on soit vraiment très très concret là.
Alors, sur un truc très très concret, la démarche, elle n'est pas compliquée. Si je veux TBA sur mon prochain festival, la question d'abord, ça va être qu'est-ce que je veux ? Parce qu'il y a essentiellement 2 outils dont on peut se servir. Il y a une plateforme en ligne qui va permettre d'accéder à son compte, d'avoir une billetterie, etc. Et puis, il y a le logiciel de caisse qui peut exister sur smartphone ou sur des machines Sunmi. Et dans ce cas-là, on va aussi pouvoir donc, interagir avec les petites cartes TBA directement pour faire le cashless. Donc, en supposant que dans un festival, on veut le tout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par se créer un espace. Donc on peut aller sur tba.org, ou alors si on connaît un collectif, on va sur le site du collectif. Il y a un bouton avec lequel on peut remplir un formulaire pour se créer un espace. Voilà. Donc derrière, c'est immédiat. C'est pas immédiat, on a quelques étapes intermédiaires pour éviter de se faire spammer. D'accord. Mais sinon, on peut se créer un espace effectivement assez directement. On ne fait pas aujourd'hui payer l'hébergement. Ce qu'il va y avoir comme frais, ça va être les frais bancaires qui sont liés à la plateforme de paiement, puisqu'on va faire appel à Stripe en fait à l'heure actuelle pour les transferts bancaires. Évidemment, on fait pas ça en interne. Et ensuite, il va falloir commander physiquement des cartes, simplement. Les cartes à prix coûtant, elles sont à 35 centimes l'unité. On en a déjà un certain stock. C'est des cartes programmables. Alors, quelle est la différence C'est ça, c'est des cartes programmables ? Alors, c'est des cartes programmables, elles ont pratiquement rien dessus. C'est-à-dire qu'elles ont juste un ID. En fait, elles ont un identifiant pour qu'on puisse reconnaître la carte. On ne stocke pas d'argent, d'adhésion ou quoi que ce soit d'autre dessus. D'accord. Elle permet juste de reconnaître la carte. Que ce soit sur la caisse enregistreuse ou sur l'espace en ligne. Ok, et donc on a parlé de cartes, on a parlé de bracelets, donc ce sont 2 choses différentes. En fait, les bracelets, c'était l'exemple de comment ça marche le cashless dans d'autres systèmes. Nous, c'est une carte. C'est-à-dire que ça peut être un bracelet qui a la puce, ça peut être une carte qui a la puce. Nous, on a une carte. Je pense que c'est aussi plus pérenne parce qu'un bracelet, au bout d'un moment, ça casse. Là, le but, c'est qu'on puisse garder la carte indéfiniment pour s'en servir. Ça fait carte d'adhésion aussi, c'est rigolo. Souvent les personnes, les collectifs aiment bien imprimer des choses sur leur carte et c'est là où on fait payer la carte dans la mesure où pour l'impression, l'usine nous demande un minimum de 1000 exemplaires. Mais sinon on a, comme disait Kaya, on a du stock. Nous on peut en distribuer si vous avez besoin d'une vingtaine, une centaine de cartes. On peut vous en donner sans aucun souci. Après, des associations qui organisent des festivals avec 1000 festivaliers ont des budgets pour ça aussi. Donc, exactement. Évidemment, l'idée c'est, encore une fois, on est dans une logique de commun, on équilibre en fonction des charges de chacun et puis on essaie de tous contribuer, et c'est bien ça l'idée, on est d'accord. Et on prête du matériel aussi s'il y a besoin. Tu vois, si tu veux faire un petit événement, tu as besoin de beaucoup de matériel comme des terminaux sur un instant précis, on vous le prête et vous nous le renverrez par la poste, il n'y a pas de souci. Ça, on fait ça et c'est plutôt chouette. L'idée c'est vraiment de soutenir les initiatives au sein des lieux et de les aider à continuer à construire parce que depuis il y a eu beaucoup de fins de subventions assez costauds dans la culture, mais bon, c'est un autre sujet. Très bien, alors ça... C'est vrai que... Pardon, je t'en prie, Kaya. Non, vas-y, à toi. Ouais. Mais du coup, tout ça pour dire que ça donne un onboarding assez simple. Un onboarding... Parce qu'il y a vraiment... On clique sur un bouton... Ah, oui. Onboarding pour les gens on a un onboarding assez simple, puisqu'on a juste, du coup... Tu peux expliquer onboarding, s'il te plaît ? Ah pardon, c'était le mot embarquement en français. D'accord, oui c'est ça, c'est le matériel embarqué. C'est le processus de mise en place, comment je me mets à TBA. On remplit un formulaire pour se créer son espace, on commande des cartes, ou on demande à commander des cartes, et puis on se crée son compte Stripe et on est parti quoi. D'accord, oui, donc finalement, malgré... mais c'est plutôt relativement simple. Pour mettre en place. Ce qui est compliqué, c'est l'auto-hébergement. Voilà. Alors, on allait y venir aussi. Facile à faire. Ouais. Alors, comme la licence, il y a bien une licence tout à l'heure dans le fil de ta discussion, tu as dit qu'il n'y avait pas de... Enfin, vous ne faites pas payer de coûts liés à la licence, comme on connaît les systèmes que Microsoft avait mis en place. Donc, vous ne faites pas payer un coût de licence.
il y a bien une licence associée au logiciel puisque c'est un logiciel libre, donc une licence libre, mais néanmoins, donc du coup, cette licence permet justement aussi de prendre le code et de s'auto-héberger. Donc du coup, est-ce que vous pouvez expliquer aussi ? Oui. Si tu veux, je peux raconter ça. Oui, c'est un sujet que je crois que vous connaissez bien à l'April. Bon, on est sous licence libre, sous licence Affero GPL version 3 pour le détail. Donc ça veut dire qu'il y a les 4 libertés fondamentales de l'édition, la modification, l'utilisation et la redistribution qui sont bien possibles. Donc on a un logiciel libre, vous faites un peu ce que vous voulez avec. La seule contrainte, c'est que formule la GPL, c'est que le code modifié doit être redistribué sous cette même licence, comme les Creative Commons et tout. Sauf que ça fait quelques mois qu'on a un sujet un peu costaud, c'est qu'on est considéré comme une caisse enregistreuse et qu'à ce titre-là, la loi nous impose maintenant, depuis quelques semaines maintenant, de se certifier. Et je crois qu'Étienne, tu connais bien le sujet. Il me semble. Oui, alors on avait préparé l'émission, donc on allait donc je passe la parole à Étienne sur ce sujet. Oui, on va essayer d'être synthétique parce que le sujet est complexe, mais effectivement, lors du projet de loi de finances pour 2025, il y a un projet de loi de finances tous les ans qui prévoit le budget de l'année suivante. Bon, celui pour 2025 a fait beaucoup parler de lui parce que en cours de route, il y a eu la censure gouvernementale. Bref, pendant ce projet de loi, il y a eu une réforme fiscale qui a concerné les logiciels de caisse, plus spécifiquement les fonctionnalités de caisse qui peuvent être dans des logiciels. Pour dire très rapidement la situation antérieure, jusqu'à présent, lorsqu'on utilisait un logiciel pour ses fonctions de caisse, on devait pouvoir fournir à l'administration, en cas de contrôle, un document qui va prouver la conformité du logiciel qu'on utilise par rapport aux exigences réglementaires. Ce document pouvait être de deux formes, soit une certification, c'est-à-dire que l'éditeur du logiciel, alors j'utilise éditeur, il faut vraiment voir ça dans un sens très large, l'éditeur du logiciel vous a fait certifier son logiciel par un organisme, tel Infocer, tel ANE, l'AFNOR, etc. Donc une procédure très lourde qui est très peu adaptée aux réalités du développement logiciel, libre ou pas d'ailleurs, je pense. Et il y avait la possibilité pour les éditeurs de logiciels ou par exemple une entreprise ou une association qui développe un logiciel d'attester elle-même de la conformité du logiciel. C'est-à-dire elle prend sa responsabilité, elle a confiance dans son code et elle dit voilà, j'atteste pour vous que le code, que le logiciel est conforme à la loi. Donc ça, c'était la situation antérieure qui trouvait un bon équilibre. Alors on avait travaillé dessus en 2016 pour s'assurer que cet équilibre fonctionnait avec le logiciel libre. En tout cas, cet équilibre était trouvé. Et alors c'est vrai que donc fin d'année 2024, en 2025, la loi a supprimé tout simplement cette possibilité d'attester et elle impose donc la certification des logiciels, donc une procédure extrêmement lourde. La loi a malheureusement été adoptée. Là, on en est au stade où on a commencé d'ailleurs à avoir, on a eu une réunion de membres de l'April avec des personnes, on va dire, du métier du logiciel de caisse. On a parlé de Dolibar, par exemple, pour essayer de voir comment l'administration allait pouvoir accompagner cette situation et qu'on s'assure que dans la mise en œuvre, ce soit aussi peu négatif que possible. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais en gros, de manière aussi de permettre, notamment s'il faut se faire certifier, c'était un peu un objectif, s'il faut faire certifier, de permettre à des communautés de faire certifier un logiciel et qui évite à chaque utilisateur ou à chaque personne qui va distribuer le logiciel de devoir elle-même indépendamment et chacun de son côté de faire certifier, ce qui permet quand même d'aider à trouver des solutions. On va garder aussi dans un coin de notre tête que tout ce qu'une loi a voté, une loi peut le défaire. Donc il y aura chaque année, il y a des projets de loi de finances. À chaque fois, on aura peut-être une opportunité, si ce n'est de revenir en arrière, de moins de trouver des aménagements pour mieux adapter au logiciel libre. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une situation qui est un peu compliquée. Bon si effectivement la certification représente 50% du budget de développement d'un logiciel, c'est un argument quand même assez lourd à un moment donné pour expliquer qu'il faudrait rechanger la loi, parce que c'est vrai que ça va tuer. Enfin, le problème, c'est que ça va tuer des petits projets, plein de petits projets actuellement. Complètement. S'ils nous demandent la certification, ils nous la payent. Voilà. C'est pas le principe, je crois, hélas, malheureusement. Merci. Merci Étienne d'avoir rappelé. Un point pour rassurer, même si c'est pas mal. Pour les personnes qui utilisent les logiciels de caisse et pour les personnes qui en distribuent, ce changement de paradigme, ce changement de réforme n'est pas applicable là tout de suite aujourd'hui. Là, on attend une communication suite à ces échanges qui devrait arriver très vite. Il va y avoir un délai d'au moins 1 an
pour permettre quand même, tant pour les personnes qui font du logiciel que pour les personnes qui les utilisent, d'adapter leur modèle et leur fonctionnement à cette nouvelle réalité réglementaire. Et voilà. On peut penser que l'April est un peu responsable de ce décalage de temps dans la mise en œuvre. Je pense que l'administration a conscience, parce qu'elle nous a dit lors de cette rencontre que c'était pas sa demande que l'attestation fonctionnait très bien. D'ailleurs, je trouverais intéressant que quelqu'un réussisse à nous expliquer en quoi cette réforme a du sens dans une logique de lutte contre la fraude à la TVA. C'est un autre sujet. Non, je pense que c'est du bon sens. On peut pas faire de telles réformes sans délai de mise en œuvre. C'est quelque chose d'assez classique quand il y a une réforme de permettre d'avoir un délai pour se mettre en conformité. Se mettre en conformité. Merci, c'est le terme que je cherche. Merci Étienne. On va reprendre. Alors il nous reste même pas 10 minutes, donc on va essayer de. Alors on va faire toute petite parenthèse technique pour les gens. Alors pourquoi on fait cette parenthèse technique? Alors déjà on va vous demander d'écarter les enfants du poste et les personnes trop sensibles au vocabulaire technique, comme ça voilà. Non mais parfois ça a l'intérêt de faire se rapprocher des projets qui ont des technos proches et puis qui se disent tiens oui finalement ça pourrait être simple de collaborer. Donc c'est pour ça qu'on va s'autoriser des phrases. Donc on va peut-être pas toutes les expliquer. La première phrase je vais la lire puis après j'y laisserai Jonas. Mais les cartes c'est du NFC tout bête qui communique en UUID, rien n'est stocké offline. Donc voilà pour ceux qui comprennent. Mais il reste poli s'il te plaît. Voilà c'est ça. Et je laisse Jonas compléter pour les langages qui sont utilisés et puis on passera. Très vite. Merci pour ça, parce qu'on c'est vrai que ce qu'on aime aussi faire, c'est, vous l'avez compris, c'est encourager les contributions. Donc venez, on est sur un framework qui est très simple à utiliser, qui s'appelle Django, c'est du Python. C'est codé volontairement, simplement, avec beaucoup de commentaires, dans les règles de l'art, on espère. En front, c'est Kaya qui s'occupe de ça beaucoup, elle est sur du Bootstrap et du HTMX. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui ont envie de découvrir, venez, on vous montre comment ça marche, c'est génial et c'est super simple. Voilà, après le reste, c'est une stack Linux basique, donc n'hésitez pas. Mais venez, mais surtout les contributions, elles sont aussi pas uniquement de l'ordre du code. Vous pouvez aussi venir pour nous aider à faire de la traduction, de la documentation ou de l'animation. Kaya l'a dit aussi tout à l'heure, on l'a dit aussi tout à l'heure, il y a des budgets contributifs pour l'animation, ça fait partie de la contribution de la création d'un logiciel, d'un commun numérique. Donc venez aussi, même si vous n'êtes pas développeur ou développeuse. Parfait. Alors il nous reste 6 minutes pour les perspectives et puis tous les points que vous auriez complémentaires que vous auriez envie de partager. Donc je vous répartis 3 minutes chacun, Jonas, et puis on laissera le mot de la fin à Kaya. Ok. Très bien. Moi, je voulais faire un petit mot rapide pour dire qu'on prend très au sérieux, on essaye de prendre très au sérieux l'histoire des communs numériques et des communs en général. Et ça, c'est aussi merci grâce à vous, à l'April, que j'ai appris énormément de choses, notamment grâce aux conférences que vous relayez. Je veux applaudir aussi toute l'équipe de retranscription de texte qui fait un boulot fabuleux, parce que je préfère souvent lire, moi, que écouter. Et merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait, notamment la dernière conférence qu'on a eue avec Valérie Peugeot sur les communs. Rappelez que c'est un triptyque, donc un commun, c'est une ressource, c'est une communauté et c'est une gouvernance, et on est très très attaché à ce triptyque-là. On pense vraiment, on est de ceux qui pensent qu'un commun numérique, qu'un logiciel libre, c'est un outil, mais c'est peut-être pas encore suffisant pour faire un vrai commun numérique. On le voit parfois avec Firefox, par exemple, le Mozilla. Firefox, c'est un logiciel libre fabuleux, mais on grince des dents à chaque fois que la fondation Mozilla change quelque chose dans leur CGV. C'est probablement parce qu'il y a un manque de gouvernance, et que pour nous, la coopérative, en tout cas dans le cadre de TBA, c'est l'occasion de dire à tout le monde, venez, on vous invite, vous êtes utilisateur de TBA, venez contribuer à faire la gouvernance ensemble pour que ce projet reste un commun. Et c'est ça, à mon sens, la différence qu'il y a entre un commun numérique et un logiciel libre. Dans un commun numérique, on pense à la gouvernance et à la façon dont le logiciel restera libre tout le temps, et malgré peut-être un changement d'équipe ou un changement de posture dans les conditions générales de vente. Voilà, c'est un petit rappel et que j'ai envie de dire parce que ça me tient beaucoup à cœur. Voilà. Et je laisse du coup la parole, la fin à Kaya. Merci. Pas été trop long. Eh bien, quel honneur. Alors, moi, je vais juste faire un petit point sur une petite ouverture sur les perspectives. Là, ce qui va arriver, le futur immédiat de TBA. Donc, on vient de sortir une version stable avec des fonctionnalités abouti, fini et quelque chose d'un peu solide. Et donc là, on a concrètement dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent même sans doute, du boulot à faire sur la stabilisation, le debug, toutes ces choses-là. On va en profiter aussi pour bien redéfinir
nos modèles, nos bases, histoire de pouvoir grandir à partir de ça. On a de plus en plus d'associations, de tiers-lieux, etc. qui veulent se servir de notre logiciel et du coup, il faut qu'on ait les épaules pour assurer ça. Et puis ensuite, on a de chouettes chantiers qui vont venir, des chantiers qui vont permettre donc d'aller faire de la réservation d'espace dans les lieux, qui vont permettre sans doute d'améliorer notre gestion des monnaies locales, des expérimentations avec les gens qui font les cartes de sécurité sociale alimentaire. Ah ouais, c'est génial. On a une liste de choses à développer qui est très très longue, mais on va y aller tranquillement, sans se presser et en essayant de faire en sorte que ce soit aussi stable et prévisible que possible pour les gens qui commencent à arriver en masse sur le logiciel. C'est un peu le revers de la médaille d'avoir quelque chose qui est simple à mettre en œuvre. Vous avez une visibilité sur le nombre d'utilisateurs ou la progression ? Alors je sais qu'on n'est pas forcément toujours friand de toujours compter, de voir du jour au lendemain combien il y en a, mais c'est vrai que parfois c'est intéressant des stats. Ouais, des stats. Ouais, ça allait très vite. En fait, bon, à La Réunion, on était un groupe de 5-6 lieux qui se connaissaient, mais dès qu'on arrivait en métropole, on a un peu explosé. Aujourd'hui, on a une trentaine de lieux en à peine 2 semaines. La nouvelle version est sortie il y a 15 jours, et donc il y a une trentaine de lieux qui sont intéressés, mais c'est tout. C'est un peu... Enfin, on pourrait dire, bon, 30 lieux, c'est pas si compliqué. Mais en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'on les accompagne tous, donc du coup, ça demande du temps humain assez costaud. C'est un peu balèze. Et après, en termes d'utilisatrices, en gros, on tourne entre 10 000 et 15 000 cartes, du coup, à peu près, je crois, en circulation. Donc ça commence à faire un petit paquet de sous qui dit transit, et beaucoup d'adhésions, du coup, qui ne passent plus par Helloasso, et qui passent par des logiciels libres maintenant. C'est cool. Tu n'aimes pas Helloasso. J'aime pas le bouton qui te force à donner, quoi. C'est tout. J'aime pas les dark patterns, mais sinon, Helloasso est un très bon produit. Les dark patterns, c'est ces fameuses cases là qui sont pas forcément visibles ou très inaccessibles et qui permettent effectivement d'avoir une décision saine quand on souhaite donner sincèrement, par exemple. D'accord. Voilà. Très bien. Oui, alors il va peut-être falloir déjà commencer à presque dire aux lieux que vous accompagnez, que vous formez, qu'il faut qu'ils aient un référent qui pourra après former d'autres, parce que sinon vous n'allez pas y arriver à cette croissance-là si ça se confirme. Merci. Ouais, merci de le dire. On donne des sous dans le budget d'animation pour créer ce qu'on appelle des lieux apprenants, donc des lieux qui savent après faire le relais. Ça, c'est important aussi. Donc n'hésitez pas au lieu. Le cool message au lieu, c'est que TBA, ça peut vous rapporter un peu de sous si vous voulez. Si vous voulez devenir un lieu apprenant, vous pouvez être le lieu dans lequel vous montrez comment ça marche. Mais si tu es en train de dire que utiliser le logiciel ça rapporte des sous, là on est dans le monde à l'envers là. C'est un peu plus compliqué que ça. Exactement. Mais oui, il faut s'impliquer. Pour que ça dure. Voilà, très bien. Je vais en rester là. Je vais repasser je vais vous remercier beaucoup de ce temps-là et puis de ces échanges extrêmement riches que je trouve très très vivifiants, très intéressants pour le monde associatif entre autres. Et je vais repasser la parole à Étienne. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci Laurent. Et puis je vais te rejoindre dans tes remerciements à Jonas et Kaya. C'était vraiment passionnant. Et puis je trouve que c'est vraiment un projet qui donne envie d'être suivi. Et longue vie à TBA. Vraiment bravo pour ce que vous faites. Merci. Nous allons à présent faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous entendrons une nouvelle transcription qui redonne le goût de la lecture. Avant cela, nous allons écouter Bug par Les Bretons de l'Est. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1.
Nous venons d'écouter Bug par Les Bretons de l'Est, disponible sous licence art libre. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Je suis Étienne Gonu de l'April et nous allons passer à notre dernier sujet. Nous allons poursuivre avec une nouvelle transcription qui redonne le goût de la lecture. Une chronique proposée par Marie-Odile Morandi et lue par Laure-Élise Daniel. Le sujet du jour, de bibliothécaire à médiatrice numérique et formatrice, le parcours de Julie Briet. De bibliothécaire à médiatrice numérique et formatrice, le parcours de Julie Briet. Le sujet principal de l'émission Libre à vous du mardi 8 octobre 2024 sur Radio Cause Commune était intitulé « Médiation numérique et libertés informatiques ». Loïc Gervais, chargé de projet inclusion numérique au département de la Haute-Savoie, et Julie Briet étaient les invités de Frédéric Couchet qui menait l'émission. Bibliothécaire, Julie a travaillé en bibliothèque de 2003 à 2019. Elle est devenue médiatrice numérique, puis formatrice dans une coopérative, l'Établi numérique. Avec son collègue Romain, elle indique faire de l'éducation populaire aux enjeux du numérique. Elle intervient notamment beaucoup sur les questions numériques et bibliothèque, éducation aux médias et à l'information. 2 autres interventions de Julie ont été aussi transcrites, un entretien avec Chloé Laïc, elle aussi bibliothécaire, et ses échanges avec les animateurs du podcast Deux connards dans un bibliobus. Vous retrouverez les références sur la page de l'émission d'aujourd'hui. À la base, le métier de bibliothécaire consiste à répondre aux demandes d'information, à fournir des livres, des références, à aider le public à la recherche d'un document précis, le lui faire découvrir, voire élargir son champ de recherche. Être bibliothécaire engage à faire des choix d'ouvrages, de collections, à sélectionner des contenus culturels, informatifs, à les entretenir pour permettre à un large public de pouvoir les consulter et les appréhender. Il y a donc un aspect important de formation et d'animation culturelle dans ce métier. Au fur et à mesure des années, les collections se sont numérisées et les contenus sont devenus disponibles en ligne. La bibliothèque, ce n'était plus juste des livres et du papier. Les bibliothécaires ont transposé ce qu'ils savaient faire, leur mission historique, sur ce nouvel outil. Dans les années 90, suite à l'émergence des premiers espaces multimédia avec des animateurs souvent issus de l'éducation populaire, les publics qui fréquentaient les bibliothèques étaient assez autonomes et venaient avec des objectifs précis. Faire de la création numérique, monter des vidéos, etc. Il s'agissait surtout du côté manipulation des outils, de la recherche d'un savoir-faire précis. Certes, la dimension émancipatrice était toujours présente, permettre une meilleure compréhension du fonctionnement d'Internet et des enjeux du numérique, mieux appréhender le monde qui nous entoure et devenir des citoyens et citoyennes éclairés. Sauf que petit à petit, après 2010, suite à la dématérialisation et à la numérisation forcée des démarches administratives, les bibliothécaires ont commencé à voir arriver des publics différents. De plus en plus de personnes en grande difficulté venaient parce qu'elles avaient besoin d'aide pour accéder à leurs droits, s'inscrire à Pôle emploi, faire une déclaration de ressources à la CAF, se trouvant parfois dans des situations de détresse très impressionnantes. Que faire quand on a face à soi une personne qui a besoin d'aide ? La bibliothécaire ayant un profil classique, une forte expertise de l'accueil du public, des collections, de l'animation, est-elle la personne la mieux à même pour répondre à cette détresse ? Sachant que dans bon nombre de lieux ruraux ou de quartiers, la bibliothèque était le seul endroit où il était possible d'avoir une connexion Internet et de se faire aider. Les bibliothécaires ont fait face à la violence sociale, sans préparation émotionnelle et sur des champs de compétences très différents. Venant d'une famille plutôt technophile, étant à l'aise avec le numérique, Julie aidait les gens. J'ai fait de la médiation numérique sans savoir que cela portait un nom. Je faisais de l'accompagnement, dit-elle. Dans son métier de formatrice, elle partage, avec la plupart des professionnels de la médiation numérique qu'elle rencontre, le même triste constat. La sensation d'être une rustine face à la faillite de l'État social, ce qui demande énormément de temps aux professionnels ou aux bénévoles qui font aussi de l'accompagnement. Il reste alors moins de temps pour l'aspect émancipateur, pour la sensibilisation aux enjeux ou pour des espaces de débat.
Les médiateurs et médiatrices du numérique touchent des publics très variés, aussi bien des personnes jeunes, des enfants, des adultes, des seniors. C'est important que chacun puisse avoir un avis éclairé sur le numérique de façon générale, même et surtout celles et ceux qu'on appelle les digital natives, leur pratique du numérique dépendant de leur milieu social, les filles étant, en plus, victimes de l'inégalité de genre souvent ancrée dans le cadre familial. En 2017, la bibliothèque dans laquelle Julie travaille accueille un café vie privée, ces rencontres instaurées suite aux révélations d'Edward Snowden sur la surveillance de masse pratiquée par les États-Unis sur le monde entier et qui ont été un point de bascule. L'objectif d'un café vie privée est d'apprendre pourquoi et comment protéger sa vie privée en ligne, ses données personnelles. On se sensibilise aux inconvénients des messageries commerciales et on s'initie au chiffrement de ses mails. C'est à ce moment-là que Julie a pris conscience de l'influence exercée par les GAFAM sur notre façon de s'informer avec les recommandations algorithmiques, la collecte massive de données, mais aussi sur notre façon de voir le monde. Point de départ pour envisager certaines actions plus importantes. Sauf que, dans une bibliothèque, on n'est pas seul. Il y a des services informatiques, une hiérarchie, un mandat du conseil municipal à respecter et des élus plus ou moins convaincus qui défendent, ou non, une vision émancipatrice du numérique. Julie s'est sentie frustrée de ne pouvoir aller plus loin que quelques actions culturelles, quelques discussions avec des collègues. Toutes ces raisons font que Julie n'est plus bibliothécaire. Elle est devenue formatrice autour de la médiation numérique et de l'éducation à l'information et aux médias. Cependant, cela l'avait amenée à réfléchir sur la façon dont sont aménagées physiquement les bibliothèques, souvent des ordinateurs en mode panoptique et on peut voir en un coup d'œil ce que font les usagers. Quand on se sait surveiller, on va s'auto-censurer, on va s'empêcher de faire des recherches importantes pour soi, on perd son esprit critique. Quand beaucoup de personnes s'empêchent de faire des recherches, de s'informer, on perd collectivement, dit-elle, et c'est grave. Par contre, une bibliothèque dans laquelle on dit « vous vous informez comme vous voulez, on ne vous juge pas », permettra de mieux s'informer et de maintenir une démocratie, un semblant de démocratie. Julie nous propose aussi de réfléchir à la façon dont on aborde l'éducation aux médias et à l'information. Il ne suffit plus de se poser les questions classiques, source, date de publication. La médiation numérique, c'est permettre d'accéder à des discours différents, s'informer de façon différente, mais, se demande-t-elle, un outil numérique peut-il être émancipateur ? On parle énormément d'IA. On trouve maintes propositions d'ateliers créatifs utilisant de l'IA. Cette IA est-elle si révolutionnaire ? Est-ce un progrès vers lequel se diriger sans se poser la question de son impact environnemental, de son impact en termes de droits humains, puisqu'on connaît désormais l'existence des travailleurs du clic et les conditions révoltantes qui leur sont faites ? Encore des questions qu'elle nous invite à nous poser. Leur réflexion s'étant déplacée sur les questions de capitalisme de surveillance, de fuite de données personnelles, du rôle des GAFAM, les médiateurs et médiatrices numériques historiques, celles et ceux qui viennent plutôt du milieu de l'éducation populaire, partagent une vision du web en cohérence avec la vision émancipatrice de leur mission. Le web va permettre un accès partagé à la culture, aux ressources suivant un principe non marchand. Pour des raisons de liberté informatique, ils sont promoteurs et promotrices du logiciel libre et des communs numériques. Le lien entre les deux est clair puisqu'on voit souvent le logiciel libre comme un commun numérique. Par exemple, Chloé Laïc avait fait installer sur les ordinateurs de la bibliothèque dans laquelle elle travaillait le navigateur libre Tor Browser qui permet de naviguer anonymement sur le réseau Tor avec le souci de protéger les étudiants qui faisaient des recherches en utilisant ces machines. On a ainsi une sorte de continuité de la lutte contre la surveillance en bibliothèque. Ne pas surveiller ce que fait l'usager devient ne pas surveiller et ne pas juger ce qu'une personne fait sur son ordinateur. Dans les valeurs de ce qu'est être un ou une bibliothécaire, ces enjeux de surveillance de masse, de protection des données personnelles, de liberté numérique sont énormément présents et actuels. Julie mentionne les réflexions autour des outils numériques et les actions construites par l'association Framasoft sur les questions des communs numériques et de l'émancipation du secteur associatif. Le projet Framaspace pour les petits collectifs, qui offre des espaces en ligne pour un travail collaboratif avec partage de fichiers, d'agenda, et le projet Emancipasso, une association qui défend l'émancipation des citoyens et des citoyennes
Peut-elle utiliser des outils capitalistes comme les outils des GAFAM qui, en plus, collectent massivement des données ? Il faut aider ces associations à changer et pourquoi pas, propose-t-elle, créer un rapprochement entre le secteur associatif et les bibliothèques dans lesquelles on a réfléchi depuis longtemps au commun numérique. Dans son rôle de formatrice, elle propose des ateliers, notamment à des structures associatives, pour les aider à leur dégafamisation. Les contenus de ces ateliers et les ressources utilisées sont partagés sous licence libre, l'objectif étant la montée en compétence de toutes et toutes et l'émancipation collective. Il est important que chacun puisse avoir un avis éclairé sur le numérique, sur la compréhension de ses enjeux, y compris et surtout par les personnes qui ne sont pas à l'aise sur le numérique. Pour Julie, se pose ainsi l'importance d'une repolitisation du numérique. Même si elle a le sentiment d'une prise de conscience un peu plus partagée de son impact, que ce soit environnemental ou en termes de ce que produit la collecte massive de données suivie de leur fuite à répétition. Julie nous incite à nous poser des questions essentielles. Quel numérique pour quels usages ? De quel numérique d'intérêt général veut-on, de façon générale, dans notre société ? Et même, peut-on se passer du numérique ? Suite au développement des nouvelles technologies, les bibliothécaires ont fait face à des évolutions notables de leur profession. Chaque bibliothèque est une porte qui permet de parcourir des chemins moins empruntés pour permettre une émancipation par le numérique. Comme nous le conseille Julie, gardons espoir, sinon, dit-elle, j'aurais arrêté le numérique depuis longtemps. Nous sommes de retour en direct dans Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques. Nous venons d'écouter la chronique Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture, proposée par Marie-Odile Morandi et lue par Laure-Élise Déniel. Nous approchons de la fin de l'émission, nous allons terminer par quelques annonces. Dans les annonces, samedi 15 mars a eu lieu l'Assemblée Générale de l'April. À cette occasion, l'association a mis à jour ses statuts, notamment pour les mettre en cohérence avec le travail engagé depuis plusieurs années concernant l'inclusivité. Comme l'indique notre présidente, Bouquinette, et je cite, « L'April mène de nombreuses actions de promotion et de défense du logiciel libre. Il est important, en parallèle, de mener des réflexions et actions pour favoriser la participation de toutes et tous à nos projets. La publication de ces nouveaux statuts inclusifs est une étape de plus sur le chemin de l'inclusion. » Plus d'informations sur ces nouveaux statuts, ainsi que sur le rapport d'activité 2024 de l'April, et également adopté lors de l'AG, sont à retrouver sur le site de l'April et seront en référence sur la page de l'émission. Le collectif Chaton publie une tribune contre la proposition de loi sur le narcotrafic. Je vous en lis les premières lignes. Nous prenons aujourd'hui la parole pour faire part de notre inquiétude concernant la pérennité du droit à la vie privée et à la confidentialité des communications. Le collectif, en accord avec le positionnement de la Quadrature du Net, exprime son opposition aux mesures de la proposition de loi narcotrafic élargissant les pouvoirs de surveillance. Nous alertons en particulier sur l'élargissement de l'usage de boîtes noires, entre guillemets, analysant en direct tous les échanges sur Internet. Nous appelons à la vigilance concernant l'obligation pour les fournisseurs de services de messagerie d'affaiblir les protocoles de chiffrement via l'introduction d'une porte dérobée, ou backdoor en anglais, ou d'un destinataire fantôme. Nous espérons que ces dernières mesures, votées par le Sénat puis rejetées par l'Assemblée nationale, ne seront pas réintroduites. France Numérique Libre est un collectif informel de responsables informatiques de collectivités territoriales autour des logiciels libres. Il sera officiellement inauguré le mardi 1er avril 2025. Les collectivités ont un rôle central à jouer dans la diffusion des usages du logiciel libre dans les services publics. En favorisant la mutualisation des savoir-faire et des pratiques, ce collectif, France Numérique Libre, s'inscrit pleinement dans cette ambition. Il s'agit en cela d'une très belle initiative et l'April ne peut que chaudement encourager les responsables informatiques de collectivités territoriales à le rejoindre. L'inscription, gratuite, est déjà possible et se fait sur demande. Libre en Fête bat son plein. Initié et coordonné par l'April, l'initiative Libre en Fête est revenue pour sa 24e édition. Pour accompagner l'arrivée du printemps, des événements de découverte du logiciel libre et de la culture libre à destination du grand public sont proposés partout en France, du samedi 8 mars au dimanche 6 avril 2025. Plus de 133 événements sont référencés et à découvrir sur l'agenda du Libre. Le festival Passage en scène aura lieu du 27 au 29 juin 2025 à Choisy-le-Roi avec l'ambition d'échanger et de partager pour une société plus libre. Un très beau rendez-vous annuel qui,
comme la plupart des événements libristes, n'existe que grâce aux contributions. Vous voulez y partager votre regard sur ce qu'il faut pour une société plus libre? Vous avez jusqu'au 30 mars pour y proposer un atelier ou une conférence. Et comme d'habitude, je vous invite à consulter l'agenda du libre, agendadulibre.org, pour trouver des événements en lien avec les logiciels libres ou la culture libre près de chez vous, ainsi que un annuaire des associations qui les font vivre. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission: G, Laurent Costi, Jonas, Kaya, Marie-Odile Morandi, Laure, Élise Daniel, et aux manettes de la régie aujourd'hui Frédéric Couchet. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts: Samuel Aubert, Élodie Daniel Girondon, Languin, Samuel Haussmann, tous et toutes bénévoles à l'April, et Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio. Merci aussi aux personnes qui découpent le podcast complet des émissions en podcasts individuels par sujet: Quentin Gibaud, Théocrite, Tunier, Franken, bénévole à l'April, et mon collègue Frédéric Couchet. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 25 mars à 15h30. Nous vous y donnerons rendez-vous au Café Libre pour discuter de l'actualité autour du logiciel libre et des libertés informatiques. Nous vous souhaitons de passer une très belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 25 mars. Et d'ici là, portez-vous bien.